Les mutations de type addition, donc vous avez ici un exemple, on a rajouté dans la séquence un T au niveau de l'ADN, on a modifié les codons de l'ARN messager, voilà. Et donc dans cet exemple ici, ben, vous voyez, l'ajout d'un nucléotide va provoquer la formation d'acides aminés qui n'avaient rien à voir avec ceux du départ. Donc là, on a un décalage du cadre ouvert de lecture, c'est-à-dire que maintenant, les triplés du nucléotide à lire sont complètement décalés d'un nucléotide dans notre exemple, et ça provoque dans notre exemple un faux sens à partir de l'endroit où le nucléotide a été ajouté. Ce faux sens, la conséquence de ce faux sens, dépendra de l'endroit où il est placé. Bien sûr, s'il est placé à la fin de la protéine, là encore, ça peut ne pas avoir d'impact. Ou alors, si il est placé plus en amont, il peut y avoir des répercussions sur l'activité de la protéine. Ça, c'est donc l'exemple d'un nucléotide. Ça, on aurait pu faire la même chose si on avait additionné 2 nucléotides. Par contre, maintenant, si on additionne 3 nucléotides, ou un multiple de 3, qui va correspondre au 3, ça correspond à un codon, donc on va rajouter un codon entier ou plusieurs codons. À ce moment-là, il y aura aussi un décalage, il y aura ajout d'un acide aminé. Donc là, la conséquence en général sera moins grave puisqu'on ne décale pas complètement le cadre de lecture. On ajoute un acide aminé, après le reste va être normal. La délétion, donc on a enlevé dans cet exemple le A, là c'est la même chose que pour les additions, même grande généralité. Si cette délétion correspond à des nucléotides en nombre non multiple de 3, il y aura un décalage du cadre de lecture important. Si on a une délétion de multiples de 3 nucléotides, donc des groupes de triplés de nucléotides, on aura un à quelques acides aminés qui seront enlevés et le reste de la séquence sera normal. Là, la conséquence dépendra bien sûr des caractéristiques de ces acides aminés enlevés. Si ces acides aminés sont enlevés dans une région essentielle, il y aura des conséquences importantes. Si ces acides aminés correspondent à des acides aminés présents dans des régions non essentielles à la fonction, à ce moment-là, les conséquences seront négligeables, voire aucune conséquence. À l'échelle de la bactérie, maintenant, donc, si la mutation n'avait pas d'effet déjà à l'échelle de la protéine, évidemment, il n'y aura pas de conséquences à l'échelle de la bactérie. Donc, pas de conséquences sur la physiologie de la bactérie. Si la mutation provoque des modifications d'activité de la protéine, la physiologie de la bactérie peut être modifiée. Dans la plupart des cas, il y aura un effet plutôt négatif, néfaste, c'est-à-dire une perte de fonction, soit totale, perte de fonction complète, on parlera de mutation ou d'allèle nul, soit perte de fonction incomplète, mutation partielle. Par exemple, dans le cas des enzymes, on peut envisager une enzyme qui a toujours son activité catalytique, mais avec une efficacité, par exemple, moindre, ou des variations d'optimum d'activité en termes de pH, en termes de température, par exemple. Dans quelques cas rares,
la mutation peut être favorable à la bactérie. On qualifiera cette mutation de mutation gain de fonction avec apparition de nouvelles propriétés, de nouvelles caractéristiques. Donc là, on a de la diversité génétique qui va apparaître, phénomène d'innovation dans ces cas de figure. À l'échelle des populations, les mutations, tout type de mutations, vont être systématiquement transmissibles chez les bactéries, donc toujours transmissibles puisque l'ensemble de l'information génétique est transmise à la descendance via la scissiparité binaire. Donc chose ça vraiment fondamentale, hein, les bactéries du clone vont avoir la mutation qui sera apparue, ce qui est vraiment différent des pluricellulaires, mammifères, angiospermes, chez lesquels bien sûr ne sont transmissibles les mutations, uniquement les mutations qui apparaissent dans les cellules germinales, les cellules des lignées sexuelles. Par contre, les mutations intervenant dans les cellules somatiques, les cellules autres du corps, les cellules de la peau par exemple, les cellules de la paroi du tube digestif, etc., ne sont pas transmissibles à la descendance de l'individu. Par contre, attention, faites attention à l'échelle d'organisation. Les cellules somatiques, bien sûr, transmettent les mutations éventuelles qu'elles ont acquises à leurs cellules filles, mais il n'y a pas de transmission à la génération, à l'individu qui est à venir. Donc, toutes ces mutations permettent l'apparition de nouveaux allèles. Hein. Si on parle de mutation dans les gènes ou dans les allèles, c'est que, donc mutations bien sûr, sauf celles qui sont silencieuses, hein. Toutes les autres mutations, les mutations faux sens, les mutations faux sens vont permettre l'apparition de nouveaux allèles, donc une diversité allélique importante, d'où une variabilité génotypique. C'est ce qu'on appelle aussi le polymorphisme génétique, hein, le fait d'avoir pour certains gènes un grand nombre de versions des allèles, d'où une diversité qui peut se manifester à l'échelle des individus, donc la diversité phénotypique, hein, le phénotype étant les caractéristiques observables. Si maintenant on regarde par rapport au phénomène évolutif, on peut dire que chez les bactéries, les mutations sont relativement nombreuses et elles concourent à l'adaptation des bactéries aux différents milieux, à leurs différents milieux de vie. Si ces bactéries confèrent un avantage sélectif aux bactéries qui les ont dans l'environnement considéré, la fréquence de ce type d'allèle va augmenter. Donc, les allèles qui apparaissent et qui confèrent un avantage sélectif vont se propager dans les populations bactériennes. Donc la sélection naturelle favorisera les génotypes permettant une meilleure survie ou une reproduction. Par exemple, si dans un milieu on ajoute un antibiotique, une bactérie par mutation acquiert un gène de résistance à l'antibiotique, donc on parle de gène de résistance à l'antibiotique ou d'allèle de résistance à cet antibiotique, à ce moment-là, elle va former des descendants qui eux-mêmes auront plus de chances de résister dans cet environnement que toutes les bactéries qui n'ont pas ce gène de résistance. Donc elles vont se multiplier, proliférer, et il va y avoir donc augmentation de la fréquence de ce gène de résistance. Gènes de résistance aux antibiotiques qui peuvent être par exemple des protéines de transport qui vont être mutées dans le cas d'antibiotiques qui rentreraient dans les cellules, des protéines de transport qui n'arrivent plus à faire rentrer cet antibiotique, donc ça empêcherait l'action de l'antibiotique. Ça peut être des enzymes qui mutent et qui deviennent capables maintenant de détruire cet antibiotique, ce biocide, ou ça peut être encore, par exemple, des bactéries qui deviennent capables de sporuler plus facilement face à la présence de cet antibiotique.
Donc, pour conclure ce chapitre, on a vu donc que les bactéries ont une certaine simplicité d'organisation quand on les regarde au niveau génétique. Elles n'ont qu'un chromosome bactérien, que quelques plasmides, chromosomes bactériens, plasmides qui sont relativement petits si on compare ce génome au génome des eucaryotes. Ce génome donc de petite taille va pouvoir être rapidement répliqué et puis ensuite transmis par scisciparité binaire, donc on aura une multiplication très rapide. Cette multiplication peut être qualifiée entre guillemets de reproduction conforme globalement, puisqu'il va y avoir transmission des caractères avec maintien des caractéristiques relatives à l'espèce, caractéristiques spécifiques, mais aussi des caractéristiques de la bactérie mère globalement. Mais en même temps, attention, existe un certain nombre d'erreurs, donc la division est globalement conforme, sauf aux erreurs près. Et ces erreurs, finalement, sont relativement, sont assez fréquentes. Donc, ça engendre une diversité importante, une innovation génétique, donc par les processus de mutation. L'autre source de diversité, l'autre source d'innovation, ce sont les transferts horizontaux et notamment les transferts par conjugaison bactérienne, donc reproduction par conjugaison. Donc, on a bien déterminé ici que les phénomènes reproductifs chez les bactéries sont permettre à la fois une certaine conservation de l'information génétique, mais également une certaine innovation. En ouverture, on pourrait s'intéresser, se pencher sur la reproduction chez d'autres types d'organismes, et notamment des organismes pluricellulaires, par exemple les mammifères, pour lesquels existe bien sûr une certaine conservation de l'information génétique, notamment des caractères de l'espèce, mais aussi une certaine conservation des caractères parentaux. Quand on est parent, donne naissance à un petit, le petit appartiendra à la même espèce, mais il aura aussi certains caractères provenant du père, certains caractères provenant de la mère, donc on a une certaine conservation génétique. Mais en même temps, bien sûr, ces individus générés par reproduction sexuée sont uniques. Donc il y a aussi diversité génétique et on pourrait s'intéresser donc aux modalités de ces mécanismes de conservation et d'innovation. Voilà.